Alors, donc, je reviens là donc pour juste fermer cette solution. Alors, fermer. Donc, où est-ce qu'il est fermé? Je ne le vois pas ici. Fermé. D'accord, donc. Alors, je vais créer donc un nouveau projet. Ou juste un nouveau fichier. Donc, allons-y vers un nouveau projet de type C++. De type, on va dire console. Donc, console, c'est celui-là. Et je vais donc aller vers suivant. Je donne un nom. Donc, par exemple, je veux faire ici des formes géométriques. Formes géométriques. Je vais créer donc un dossier pour cette solution. Créer une nouvelle solution. Placer la solution dans le dossier. Ça, c'est des réglages, mais ce qui est important, c'est l'emplacement. Où est-ce que vous voulez placer votre projet? Parce que souvent, un projet, c'est plusieurs fichiers qu'il faut regrouper dans un dossier. D'accord? Donc, on donne le nom et on choisit où est-ce qu'on veut le mettre. Donc, par exemple, ici, on a un référentiel de projet, repository, ou bien un référentiel. On le laisse, donc c'est pas la peine de changer. Et puis, je vais donc aller vers créer. Forcément, il va créer un dossier pour cette nouvelle. Il va me donner la main pour commencer à programmer. Voilà, donc avec déjà l'ossature, si vous voyez, donc il y a l'ossature de l'application avec des commentaires ici. En tout cas, je pourrais donc retirer les commentaires, juste pour que vous voyez que le code. Je retire donc tous les commentaires qu'on a là. C'est-à-dire il essaie de nous aider, de nous donner de l'aide, mais on pourrait donc très bien lui dire merci, donc on veut avoir que ça. Monsieur? Oui. Est-ce qu'on peut utiliser les deux sources en même temps? C'est-à-dire, par exemple, utiliser la fonction main pour deux pages, deux sources. Pardon, s'il vous plaît, répétez. Est-ce qu'on peut utiliser la fonction main Oui. pour deux pages? Pour deux formes. C'est-à-dire, utiliser main pour deux pages, c'est-à-dire la France et la deuxième source. Je n'entends pas très bien donc votre voix. Si vous pouvez refaire en s'approchant un peu et en parlant un peu plus fort, s'il vous plaît. Sinon, vous pouvez toujours écrire dans le chat box, vous pouvez écrire. Maintenant? Oui, maintenant c'est plus clair. Allez-y. Est-ce qu'on peut utiliser la fonction main pour les deux pages, ça veut dire les deux sources? Les deux pages. Les Comment deux dire, pages la page où... Oui. Quelle page l'application ديال فاش كنديروا البروغرام Oui. كاينه لا باج ونقدروا نحلوا autre page. Voilà, كاينه هاد لا باج on peut ouvrir une autre page. C'est l'éditeur. Attention, regardez, ça ce n'est qu'un éditeur. Mais où est-ce que vous voyez la structure? C'est ici. Regardez, là il y a un fichier. Il est là. Vous voyez le nom que j'ai donné à mon application. Je peux fermer. Je le ferme. Regardez, il est là. Il est toujours là. Donc je pourrais l'ouvrir en faisant un double clic ici. Je pourrais créer un autre si je veux. C'est ça votre question? Voilà. Oui, on pourrait le créer. Il est créé. On pourrait le créer. Un autre? Ou est-ce Oui. que je peux utiliser main? Là, il faut un seul main. Parce que le main, c'est quoi? C'est le démarrage. C'est les actions par lesquelles on va démarrer. Donc, si on veut, je vais schématiser ça comme ceci. Regarde. Parce qu'un programme, c'est quoi? Quand vous lancez à l'exécution, c'est comme si vous lancez un coureur, un athlète. Vous lui dites, allez-y, commence à partir de là. Et là, vous allez terminer, c'est l'arrivée. Il faut qu'il y ait un seul point de départ, bien sûr. Le main, il constitue ce point de départ. C'est lui qui va contenir c'est quoi la ligne de départ et c'est quoi la ligne d'arrivée. C'est quoi la dernière action que vous allez exécuter, c'est quoi la première action que vous allez exécuter. Donc, lorsque vous avez un projet, vous pouvez, comme vous avez dit, vous pouvez avoir plusieurs fichiers. On les appelle des modules. Celui-là, c'est un premier programme, un deuxième, un troisième. C'est des éléments qui constituent le projet en entier. Mais un parmi ces modules-là, un seul seulement, doit porter la méthode main.
D'accord? Un seul doit porter la méthode main. Ce module qui porte la méthode main, on l'appelle le module principal ou bien le module de démarrage. Bien sûr, dans ce style de programmation qu'on est en train de voir jusqu'à présent, on interdit d'avoir deux mains. Il faut qu'il y ait un seul. Maintenant, dans le cadre de multi-process, les multi-traitements, mais là, on n'est pas là encore. On ne pouvait pas être là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre domaine. Donc, mais dans d'autres domaines, on pourrait bien avoir plusieurs branches d'exécution, c'est-à-dire plusieurs tâches lancées en parallèle. C'est de la programmation en parallèle. Il y a une première tâche, T1, il y a une deuxième tâche, T2, il y a une troisième tâche, T3, et les trois tâches, ils sont lancées au même moment. Pour le moment, nous, ce qu'on fait, non. On fait la première tâche, on attend qu'il finisse, on passe à la deuxième tâche, on attend qu'il finisse, et ainsi de suite. Donc, c'est le séquentiel. C'est ça ce qu'on a appelé la programmation séquentielle. Ça, c'est la programmation parallèle. Mais là, on n'est pas encore là. Nous, on est dans la programmation séquentielle. Donc, une seule méthode main, quel que soit le nombre de programmes que vous faites, ou le nombre de fichiers, pour ne pas dire de programmes. Alors, où est-ce que vous gérez tout ça? Vous le gérez dans l'explorateur de solutions, ici. Regardez, je vais le figer. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a plusieurs fenêtres que vous pouvez soit mettre en mode flottant. Regardez, c'est à partir de là, vous voyez ici on pourrait épingler ou bien épingler si vous voulez. On pourrait donc soit faire comme ça. Donc regardez, en venant dessus, là, il faut que je clique, il va apparaître, mais en revenant cliquer quelque part, il disparaît. Sinon, si je veux le voir constamment, je vais l'épingler comme ça, et automatiquement, donc, je le vois constamment. Ici, j'ai un seul fichier, donc vous voyez, il y a un dossier qui regroupe les codes sources. Donc, vous pouvez faire plusieurs codes sources. Votre application, vous pouvez la fragmenter en plusieurs codes sources. Pour le moment, nous, on fait des petites applications pour illustrer un peu les différents concepts. Donc, on n'a pas besoin de défragmenter, mais par la suite, quand l'application devient grande, au lieu d'avoir un seul fichier en plusieurs milliers de codes, eh ben, on pourrait faire peut-être chaque millier dans un fichier, ou bien chaque centaine de lignes dans un fichier. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, monsieur, merci. Très bien. Donc, alors, allons-y vers la syntaxe maintenant. La première syntaxe, je veux vous montrer comment vous définissez une classe. Comment on définit? Définition syntaxique d'une classe. Alors, c'est très simple. Il suffit juste de mettre classe, le nom de votre classe, une accolade ouvrante. Regardez, lui, il fait l'accolade fermante, il fait le point virgule pour ne pas les oublier, comme ça. Ça, c'est l'ossature. L'ossature pour définir une nouvelle classe. Alors, prenons un exemple. Commençons par le point. Je veux définir une classe, point. Alors, juste pour la convention, on convient toujours de noter les classes, les noms des classes par des lettres majuscules. Par la première lettre de chaque mot. Par exemple, si je mets classe de D, je vais dire 2D comme ça, de dim. Je vais écrire comme ça. Classe de dim. Vous voyez, chaque mot, je commence sa première lettre en majuscule. C'est une convention donc qui est bien faite, justement pour la communauté des programmeurs. Dès que vous voyez un nom avec des lettres majuscules au niveau de tous les mots qui le composent, comprenez bien qu'il s'agit d'une classe. Alors, après, donc, je vais mettre des attributs. Et le style moi, donc, le fait de dire privé, ça veut dire c'est le style moi. Je veux que mes données là ne soient pas accessibles de l'extérieur. Tout ce que vous mettez dans private, il ne sera pas accessible dans main. D'accord? On va y arriver tout à l'heure. Donc, je veux par exemple définir les coordonnées x et y. Je pourrais les faire sur la même ligne en mettant virgule y, mais moi je tiens à le faire comme ça. Après, maintenant, je veux faire quelques méthodes, mais je veux qu'ils soient publics. Donc, je vais mettre public, et je vais donc commencer à mettre mes méthodes. Alors, par exemple, parmi les méthodes que je veux faire, je vais dire
afficher par exemple, afficher le point. Ça c'est autre si vous voulez. C'est ce qui va donc rentrer dans autre. Et je vais mettre ici void. Et je vais afficher donc par cout. Je vais afficher par exemple le point en disant, je vais écrire comme ça. Point. Je vais le mettre entre guillemets, tout ça. Point. Deux points. Sinon, je vais mettre parenthèse. Et maintenant, je veux passer à x. Je pourrais même retirer cette accolade, c'est pas la peine. Et je vais mettre x suivi d'une virgule, suivi de y, suivi de la parenthèse fermante. Voilà. Alors là, il ne reconnaît pas cout, il ne le reconnaît pas. Regardez comment est-ce qu'on a mis ici cout. On l'a mis par std double deux points. D'accord? Donc ça veut dire que cout, c'est quelque chose qui appartient à un espace qui s'appelle std. Donc là aussi, si je retire std, il va me signaler une erreur. Et il va falloir que je fasse quoi alors? Il va falloir que je mette ici using name space std. En ajoutant cette ligne, je lui dis que quand vous avez un objet que vous n'arrivez pas à trouver dans la portée de l'application, eh ben, cherche-le dans ce domaine, dans le domaine qui s'appelle std. Et là, vous voyez qu'il ne souligne plus d'erreur, il ne signale plus d'erreur. Alors, mais à quel endroit j'ai donné des valeurs à mon point? Si je veux donner des valeurs à mon point, ça veut dire que je veux créer un point. À la création, il faut que je leur donne des valeurs. Comment est-ce que je vais faire? En tout cas, si je fais comme ça, laissons-le comme ça et essayons de créer un objet, de faire une instance. Je vais dire création d'un objet. Ça veut dire je veux faire une instantiation. Alors pour créer un objet, il faut que je me sers de la classe comme un type, comme s'il s'agit d'un type. Souvenez-vous ce que j'ai dit en fait. J'ai dit que l'objet, la classe, c'est une extension de la notion de type et l'objet est une extension de la notion de variable. Et comme pour créer une variable, il faut que je fasse comme ça. Ça, c'est pour créer une variable x. C'est un type suivi d'une variable. Et bien la même chose maintenant, je peux commencer à utiliser ma classe, point, comme s'il s'agit d'un nouveau type. Et je vais donc mettre point. L'objet que je veux faire, par exemple le point A. Voilà, j'ai créé un point A. Je veux maintenant afficher les données du point A. Et bien je vais écrire A.afficher. Alors, tout à l'heure, au niveau du cours, on a parlé d'abstraction, ici. À ce niveau-là, on a parlé d'abstraction. Et bien justement, on a fait quelle abstraction maintenant? On a abstrait l'opération d'affichage. On ne voit plus cout, point, etc. On affiche juste, on écrit affiche pour moi le point A. Donc c'est plus abstrait, celui qui est de ce côté-là, parce que c'est comme si on a changé de domaine. Là, on était dans la classe, c'est le concepteur de la classe, c'est le programmeur de la classe, ça c'est l'utilisateur de la classe. Et vous voyez bien que pour l'utilisateur, il n'a pas à savoir comment l'affichage va être fait. Il ne doit que utiliser la conséquence de l'affichage, ou constater la conséquence de l'affichage. Remarquez bien, donc je vais exécuter, donc c'est déjà un premier programme exécutable, celui-là, on pourrait bien l'essayer en exécutant, mais jusqu'à présent, on n'a jamais précisé quelles valeurs vont prendre les attributs x et y. On ne l'a jamais précisé. Regardons comment ça va réagir. Donc je vais lancer. Ben, regardez, qu'est-ce que vous constatez? Je vais agrandir ici, autour de ça. Remarquez bien qu'est-ce qu'il a affiché pour moi. Il m'a affiché point. Regardez, c'est des valeurs complètement aléatoires. Moins 9, 10 puissance 61. Moins 9, 10 puissance 61. Donc il a pris deux valeurs aléatoires et il les a données à x et à y. Donc ça ne m'arrange pas ça. C'est comme si je viens de créer un point à moins l'infini. Vous voyez, c'est un infiniment grand celui-là. Moins 9, 10 puissance 61.
Donc c'est un infiniment grand celui-là, donc ça sort même du domaine de mon plan, de mon espace. Par exemple, si je suis dans un espace limité, borné, eh ben, il faut que le point soit construit mieux que ça. Donc on n'a pas construit, sinon on dit qu'on a construit par défaut. C'est-à-dire que quand vous ne faites pas de constructeur, le compilateur, d'ailleurs c'est ce qui a fait que c'est possible cette écriture, mais sinon, si on n'avait pas de constructeur, ça ne marche pas. D'ailleurs, déjà ici, vous voyez que ça ne marche pas au niveau des valeurs qui ont été attribuées. Ce sont des valeurs aléatoires. Tout simplement parce qu'on n'a pas fait de constructeur nous-mêmes. Alors, je vais faire un constructeur et je vais donc l'écrire comme ça. Alors, regardez, d'ailleurs, le constructeur est une méthode, mais c'est une méthode un peu particulière. La première particularité réside dans son nom. Il faut qu'il ait un nom qui est égal au nom de la classe. C'est comme ça comment on le reconnaît. Et comment est-ce qu'on va reconnaître qu'il s'agit d'une méthode et pas d'une classe? Et c'est par le fait qu'on lui a ajouté les parenthèses. Et regardez, je vais donc construire comme ça. Et je vais donner par exemple à x la valeur 0 et à y la valeur 0. Alors ce constructeur qui n'a pas de paramètres, on l'appelle constructeur par défaut. Vous voyez, tout à l'heure, on est passé aussi par un constructeur par défaut, mais ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est le compilateur qui l'a ajouté pour moi, et il l'a ajouté de telle sorte à ce que les valeurs attribuées à x et y soient complètement aléatoires. Or, maintenant, je suis en train de maîtriser un peu les choses moi-même. Au lieu de compter sur ce type de construction par défaut qui affecte des valeurs aléatoires à mes données, aux données de mon point, et bien maintenant je suis en train de lui dire non, c'est moi qui est le maître de la situation, c'est moi qui veux affecter 0, 0 aux coordonnées de mon point quand on ne précise pas d'autres façons de construction. Regardez maintenant, en ajoutant cette méthode, vous voyez bien que c'est un constructeur, on l'appelle d'ailleurs constructeur par défaut. Par défaut, il est appelé par défaut, c'est-à-dire sans vous ne faites que déclarer votre objet et il est appelé automatiquement. C'est cette méthode-là qui va être appelée à ce niveau-là. Alors regardez, je vais exécuter pour voir. Regardez maintenant, c'est comme si on a une magie, donc on voit clairement que notre point, il est bien initialisé cette fois-ci à 0, 0, 0. Je vais revenir. Donc, vous comprenez un peu à quel moment on l'a appelé, à quel moment on a appelé cette méthode. Et bien justement à ce moment-là, au niveau de la création. Donc ici, on a fait un appel au constructeur par défaut. C'est quoi le constructeur par défaut? C'est celui-là. C'est celui qui n'a pas de paramètres. Alors, mais est-ce que je peux construire autrement? Moi, je suis dans un espace. Je suis dans un espace. Eh bien, je ne veux pas toujours à ce que le point que je crée soit à l'origine du repère, soit à 0, 0. Ben, il se peut que je souhaite peut-être créer un point quelque part, à des coordonnées que j'impose moi-même. Par exemple, je veux créer un autre point B, mais de telle façon à ce qu'il soit dans d'autres coordonnées. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ajouter un autre constructeur, et c'est pourquoi donc on a la possibilité de faire plusieurs constructeurs. Et on a dit que les constructeurs, il faut qu'ils s'appellent par le nom de la classe. Et donc, c'est une surcharge. Parce que les méthodes ou bien les fonctions qui ont le même nom, on les a qualifiées de fonctions surchargées. Mais il y a des règles à cela. Regardez, par exemple, si je mets comme ça, ben, normalement, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que je ne peux pas distinguer entre ces deux-là. D'accord? Ils ont la même signature. Mais par contre, si je mets int x, int y, je vais dire ici paramètre x, paramètre, c'est pas pointeur, paramètre x, paramètre y. Et qu'est-ce que je vais faire de ces paramètres que je vais recevoir? Ben, je vais les injecter respectivement dans x et y. Je vais dire x égale px, y égale py. Alors, vous allez me dire une chose. Regardez, pourquoi est-ce que ici, à l'intérieur de cette fonction, on est en train d'utiliser x et y? On ne les a pas reçus au niveau des paramètres. Ben parce qu'ils sont dans la même
dans la même enceinte. D'accord? Donc, c'est-à-dire à l'intérieur d'une classe, les méthodes, ils ont le droit d'aller vers les données, même s'ils sont privés. D'accord? C'est-à-dire à l'intérieur d'une classe, on se cache mutuellement rien. Les méthodes et les attributs ils sont observables, l'un il observe l'autre. Donc vous voyez, bien sûr, ce sont les fonctions qui observent l'autre parce que les données sont statiques, c'est juste des cases mémoire. Par contre, les fonctions, c'est un travail. Donc les fonctions, ils observent toutes les fonctions membres d'une classe, ils observent toutes les données, même s'ils étaient qualifiés de privés. C'est privé pour l'extérieur, mais ce n'est pas privé pour l'intérieur. C'est pourquoi on les a accédés directement ici. Là aussi. Donc, maintenant, si je veux construire un autre point B, mais pas selon le constructeur par défaut, je veux le construire selon le constructeur que je viens de faire. Et bien, je vais mettre égal point et je vais lui donner les valeurs que je veux. Par exemple, 100, 20, 100 pour X, 20 pour Y. Et puis, je vais tout de suite afficher pour voir qu'est-ce que ça va afficher. Je vais afficher le point B. Donc, vous voyez la méthode, elle a été écrite une seule fois, la méthode affichée. J'ai le droit de l'appeler sur l'objet A comme j'ai le droit de l'appeler sur l'objet B. D'ailleurs, les constructeurs aussi, j'ai le droit de les utiliser pour construire A comme j'ai le droit de les utiliser pour construire B. Alors, si maintenant j'exécute, eh ben, je vais trouver juste un petit, je vais ajouter un petit retour à la ligne ici, là, au niveau de l'affichage, parce que vous avez toujours constaté que sans le faire, le message qu'on affiche à la fin, celui-là, il va toujours être collé à l'affichage du point. Et donc, pour cela, j'ai ajouté ce endline. Je vais exécuter, regardez. Regardez que le point B cette fois-ci, je vais agrandir pour voir mieux. Regardez, le point B, il a été construit. Il a été construit avec les valeurs que je lui ai précisées lors de sa création. C'est 120. 100 pour X, 20 pour Y. Le premier, comme je n'ai pas précisé de valeur, ben, il a pris les valeurs par défaut qui ont été fixées au niveau du constructeur par défaut. Alors maintenant, regardez. Si je retire, pourquoi il souligne ici Y? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Afficher. Inline. Bon, tout est bon. D'ailleurs, on a déjà exécuté, ça marche. Voilà. Alors, revenons maintenant à une chose. Regardez. Tout à l'heure, quand j'avais pas ce constructeur, au début carrément, quand j'avais rien fait ici, je vais les retirer. Encore une fois. Je vais juste les couper pour les retrouver par la suite. Et je vais exécuter. Regardez le comportement qui va avoir lieu. Déjà, il me souligne ici une erreur. Il me dit, je ne connais pas ça. Donc, je ne peux plus le faire. Je ne peux plus construire en faisant appel à ce constructeur parce que je l'ai retiré. Donc, je ne pourrai que mettre ça en commentaire et mettre un point virgule là. Ça veut dire que je pourrais par contre continuer à construire comme ce que j'ai fait pour A. Ça veut dire construire par défaut. Et bien, regardez, les deux, ils vont être aléatoires. Remarquez bien, c'est des valeurs complètement aléatoires. D'accord? Bien sûr, ce sont des valeurs qui ne sont pas du tout satisfaisantes pour nous. Alors, donc, il faut absolument que vous compreniez que si on ne fait pas de constructeur, le compilateur fait un constructeur pour nous. Il ajoute implicitement un constructeur, et c'est un constructeur par défaut, ça veut dire qu'il n'a pas de paramètres, qui est appelé automatiquement quand vous ne faites pas de construction spécifique. Quand vous n'imposez pas vous-même la construction, et bien, par défaut, on fait appel à ce constructeur. Mais c'est un constructeur sur lequel il ne faut pas trop compter. Pourquoi? Parce qu'il initialise les données par des valeurs qui sont complètement aléatoires. Alors, donc, pour ne pas faire appel à ce constructeur, eh bien, il faut tout simplement le remplacer
Et c'est un peu ce que j'ai fait moi-même. Et j'ai fait ici deux façons de construction. Maintenant, imaginons, je retire le premier, je le retire. Et regardez, il n'accepte plus cette écriture. Qu'est-ce que vous avez compris alors? J'ai un seul constructeur maintenant. C'est le constructeur avec deux paramètres. Alors, regardez cette écriture, il l'accepte. Pourquoi? Parce qu'on a fait appel à celui-là. D'accord? Mais l'autre, il ne l'accepte plus. Alors qu'il l'acceptait avant quand je ne fais aucun constructeur. Quand j'ai fait zéro constructeur. Si je retire ça aussi, si je le retire, eh ben, il accepte ces deux écritures. Il accepte la première écriture. Maintenant, il ne l'accepte plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous mettez vous-même un constructeur, eh ben, le compilateur il s'interdit d'ajouter son constructeur à lui. Vous voyez, donc les règles ils sont comme ça. Si vous avez une classe sans constructeur, c'est-à-dire vous n'avez pas écrit de constructeur vous-même, son constructeur écrit, programmé, écrit par le programmeur. C'est ça ce que je veux dire par ça. Si vous êtes dans cette situation, le compilateur ajoute, il ajoute un constructeur par défaut. Mais c'est un constructeur qui est un peu qui va valoriser les attributs d'une manière soit aléatoire, soit il mettra des zéros dans d'autres situations. En tout cas, on a vu qu'il met des valeurs aléatoires. Donc ça peut ne pas nous arranger. Donc ça, c'est la première règle, la règle 1. Deuxième règle, règle 2. Si vous mettez au moins un constructeur, si vous-même, en tant que programmeur, si la classe contient au moins un constructeur. Ça veut dire si le programmeur a décidé de mettre un constructeur, comme c'est le cas maintenant, eh ben, il faut absolument ajouter un constructeur par défaut vous-même. Si vous voulez continuer à faire ce genre d'écriture et que ça marche, eh ben, il faut ne pas oublier de mettre votre constructeur vous-même. Ça veut dire ce que faisait le compilateur maintenant, dans cette situation, il ne le fait plus. Il va se retenir de le faire. Bien sûr, c'est pour ne pas donc venir faire des choses à l'encontre de ce que veut le programmeur. Donc, dès que le programmeur il place un premier constructeur, eh bien, vous êtes censé, si vous voulez permettre ce genre d'écriture, c'est-à-dire créer un objet sans indiquer de valeur pour les attributs de cet objet, il faut absolument que vous mettez vous-même votre constructeur par défaut. Et dès que vous le faites, regardez que l'écriture maintenant, il va passer. Les deux écritures maintenant, ils passent correctement. Donc, si on veut réglementer au niveau de la règle, pour résumer, parce que le constructeur qui est fait par le compilateur, c'est un constructeur qui ne fait pas souvent notre affaire. Donc, et par conséquent, la règle est la suivante. Il faut absolument, chaque fois que vous écrivez une classe, il faut absolument qu'elle contient cette classe, il faut qu'elle contient un constructeur par défaut. Et pour les autres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez ajouter un autre constructeur avec deux paramètres, avec un seul paramètre, etc. Regardez, je vais ajouter d'ailleurs un avec un seul paramètre. Monsieur. Oui, allez-y. Monsieur, vous pouvez répéter la règle de si la classe contient au moins un constructeur, donc? Donc, il faut qu'il soit, s'il y a un seul seulement, il faut qu'il soit le constructeur par défaut. C'est-à-dire, vous êtes dans deux situations. Vous pouvez être dans deux situations. La première situation 1, c'est-à-dire je compte sur le compilateur. Je laisse le compilateur, c'est-à-dire je veux utiliser le constructeur défini ou synthétisé par le compilateur. هذه هي la première situation. هنا ما كنديرو حتى شي constructeur, كنديرو زيرو constructeur. انا ما كنكتب حتى شي constructeur. وحنا شفنا شنو ليفي ديال هذا. ها هو نعاود نرجع ليها عاوتاني. ريغارد غنحيد كاع لي constructeurs
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Hadi, il l'accepte. Hadi, non. Il n'accepte plus Hadi. Parce que le compilateur, il ne peut pas penser à notre place. Il ne pourrait pas donc décider comment construire un objet de cette manière. Donc, il construit par défaut en mettant des valeurs aléatoires. Donc, هذه ما غاديش يقبلها لي. وبالتالي الا بغيت نصايبها خصني نرجع عاوتاني le premier mode de construction. Ça veut dire en ne précisant aucun paramètre. Et donc, je suis en train de solliciter le constructeur synthétisé par le compilateur. C'est ce qu'on appelle le constructeur par défaut. Mais on a déjà vu l'effet de ce constructeur. Regardez, je vais exécuter encore une fois. On est toujours dans la première situation. Regardez, c'est des valeurs complètement aléatoires. Regardez là, c'est des valeurs complètement aléatoires. Alors, bien sûr, qui va accepter d'initialiser à la naissance d'objets, à leur naissance, quand les objets naissent, je leur affecte des valeurs aléatoires. C'est un peu comme si on a un nouveau-né, un nouveau bébé, et on lui donne un nom, un prénom aléatoire. C'est pas acceptable, ça. Donc, chaque fois qu'il y a une naissance, chaque fois que les données doivent être pensées, doivent être valorisées correctement. Et donc, on ne peut pas compter sur cette situation, sur cette première situation. Il faut alors qu'on passe à la deuxième situation. Et c'est celle-là que nous allons retenir au final. Situation définitive, situation 2, à retenir. C'est ça ce qu'il faut faire. Quoique l'autre, il est possible, mais avec beaucoup de restrictions et avec beaucoup de choses qui ne sont pas acceptables, comme des valeurs aléatoires dans les attributs. La situation 2, il consiste en quoi? Vous devez faire vous-même les constructeurs. Et au moins, parmi ces constructeurs, vous devez mettre un constructeur par défaut. D'accord? C'est-à-dire, vous devez écrire, c'est le programmeur, je vais dire, le programmeur doit tout prendre en charge, doit placer ses constructeurs à lui. D'accord? Ses constructeurs. Parmi lesquels, je n'ai un constructeur par défaut. Les constructeurs, il doit prévoir un constructeur par défaut. Quand est-ce? Ce n'est pas obligatoire toutefois. Quand est-ce? S'il veut continuer à créer des objets de cette manière. S'il veut juste écrire point A, sans préciser de valeur. Point B, sans préciser de valeur. Qui va valoriser alors? C'est le constructeur par défaut. Donc il faut le faire. Et si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Regardez, si vous faites par exemple... oui, j'ai écrasé mes constructeurs. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai copié ces valeurs. En tout cas, lorsque je les ai sélectionnées dans la console et j'ai appuyé sur Entrée. Alors, je vais refaire. Donc, regardez, si par exemple je fais un constructeur avec deux paramètres, double px, double py, mais sinon je suis un peu maladroit, je pourrais juste mettre des CTRL Z parce que il va refaire. Voilà, il va les rétablir. J'ai juste annulé. Regardez, donc j'ai repris mes constructeurs. Mais imaginez, je ne fais pas le constructeur par défaut, celui-là. C'est celui qui n'a pas de paramètres. Je ne le fais pas. Et bien regardez, ces écritures, ils ne vont plus passer. Et vous allez me dire, mais il y a que le compilateur, il fait 1. Il ajoute 1. Et bien il ne l'ajoute plus maintenant. Dès que vous prenez en main la création des constructeurs et vous faites 1, dès que vous faites un constructeur, ça y est, la synthétisation par le compilateur, il est retiré. Et donc, il n'y a plus de constructeur par défaut. Et par conséquent, vous ne pouvez plus créer des objets de cette manière. Si vous voulez continuer à les faire, à faire cette création, ce type de création, eh bien, il faut que vous rajoutiez votre constructeur. Regardez, je vais donc annuler pour le remettre. Et maintenant, remarquez bien, il accepte cette écriture. Il accepte celle-là. J'ai maintenant deux manières de construire mes objets. Soit sans préciser de paramètres. Donc, forcément, ça, c'est un appel à ce constructeur. Soit en précisant deux paramètres, et ça va être un appel à celui-là. Et maintenant, si je veux donc construire avec un seul paramètre, regardez, je vais retirer celui-là, comme ça, je le retire maintenant, et imaginons je veux créer un autre point C, je vais écrire ici point C, mais je veux donc le construire en mettant point, et en mettant uniquement le X, par exemple 200.
est-ce que cette écriture va être acceptée? Non, il n'est pas accepté. Vous voyez, tout de suite, elle a été soulignée par le compilateur en rouge. Il vous dit, j'ai pas de constructeur avec un seul paramètre. Ben, regardez, je l'ajoute. Si je l'ajoute, l'écriture, il passe. Je vais dire point int px ou py, tout dépend de ce que vous voulez faire. Et bien sûr, maintenant, le px, je le mets dans x. Et j'ai pas reçu de valeur pour y, et ben, je vais la mettre à la valeur par défaut. C'est-à-dire à 0. Je suis en train de créer un point dans l'axe vertical ou sur l'axe passant par l'axe y égale à 0. L'axe y égale à 0, c'est plutôt l'axe horizontal. D'accord? Je suis en train de placer mon point ici, à ce niveau-là. Ce sont des points, donc, il y a une infinité de points que je peux recréer là, donc qui ont un y égale à 0. C'est ça ce que fait ce constructeur. Regardez maintenant, C, je peux bien le construire de cette manière. Si j'exécute maintenant en affichant C, en faisant appel à la méthode afficher pour afficher les données de C, ben regardez, il va donc le mettre à la valeur que j'ai fixée, à la valeur 200. Donc vous pouvez bien le voir ici. J'ai créé donc 3 points par 3 manières différentes. Le premier point par défaut, c'est 0, 0. Le deuxième point, j'ai imposé moi-même le x et le y. Le troisième point, j'ai imposé que le x. Et regardez le y, comme on a précisé au niveau du constructeur, il a été mis à 0. Donc en récapitulant, si vous prenez en main la création des constructeurs, vous devez avoir un constructeur par défaut si vous voulez faire ce genre d'écriture. Et vous devez avoir autant de constructeurs qu'il y a de façons de faire. Par exemple, je veux faire avec la construction en précisant 2 valeurs, en précisant une seule valeur, etc. Alors, des simplifications à ce niveau-là sont possibles. Par exemple, on vous dit, je ne sais pas s'il y a déjà des questions avant de passer à la simplification. Est-ce que vous avez compris un peu l'idée de la construction? En résumé, en fait, ça c'est quelque chose que vous comprenez dans votre domaine. Oui. Vous avez un plan. Vous avez un plan. Vous avez une première méthode, un premier mode opératoire pour construire, parce qu'un plan pour construire un immeuble, par exemple, mais il y a différentes manières de faire. Ça, c'est la construction 1, la construction 2, etc. L'ingénieur, celui qui va faire qui va superviser donc la construction, il va demander à l'ensemble des employés de procéder selon la première méthode, ou bien de procéder selon la deuxième méthode. Tout dépend. Par exemple, si on est dans un domaine, je construis par cette méthode. Si on est dans un autre domaine, par exemple dans une ville où il y a des séismes, par exemple, comme Agadir par exemple, un risque, eh bien, je pourrais donc construire par la deuxième méthode. Mais dans une autre région où ce risque n'est pas là, eh bien, je construis par la première méthode. D'où donc plusieurs façons de construire qu'il faut prévoir. Alors, les constructeurs, c'est des méthodes. Donc, si la classe s'appelle X, les constructeurs, c'est X avec un paramètre, X avec 2 paramètres, X avec 0 paramètre, etc. La méthode X avec 0 paramètre, c'est ce qu'on appelle le constructeur par défaut. C'est-à-dire, si l'ingénieur ne précise rien aux employés, comment faire la construction, eh bien, ils vont recourir à cette méthode. C'est pourquoi on l'appelle par défaut. Si donc le maître du projet il ne précise pas quelle est la façon par laquelle on va procéder, eh bien, on va donc aller tout droit vers ce constructeur par défaut et on va le mettre en œuvre. C'est un peu ça le rôle de ce constructeur. Justement ici, on a construit A sans jamais préciser la façon. Tout de suite, on va appeler le constructeur par défaut. Alors, passons maintenant à la simplification. En réalité, on vous dit qu'au lieu de faire comme ça, au lieu d'appeler le constructeur de cette manière, vous avez une simplification possible qui consiste à écrire tout simplement comme ça. Regardez, je vais donc juste mettre en commentaire celle qui est avant et vous allez voir qu'il n'y aurait rien qui va changer. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est plus pratique de faire comme ça? Donc on comprend, d'après cette notation, on comprend que vous voulez faire appel au constructeur
par défaut. Pardon, au constructeur avec 2 paramètres. Et c'est la même chose ici. On pourrait faire comme ça aussi. D'accord? Regardez, si j'exécute, je vais obtenir les mêmes résultats. Vous voyez donc, on a réussi à construire correctement. Alors, une autre simplification, regardez. Quand il s'agit de faire appel à un constructeur avec une seule valeur, vous pouvez aussi faire comme ça. Égal 200. Et regardez à ce niveau-là, on a fait quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est comme si on a fait une manière de convertir un entier, parce que 200 que vous voyez là est un entier. Regardez d'ailleurs là, et ça se voit comme étant un int. Et vous êtes en train de le convertir en un point, parce que ce qui est de l'autre côté du signe d'affectation, c'est un point. La conversion, il passe par quoi? Eh bien, celui qui a réalisé la conversion, c'est ce constructeur. Donc, un constructeur avec un seul paramètre constitue une manière de convertir ce type-là. D'ailleurs, je préfère le mettre un double, parce qu'on a déclaré les attributs comme des doubles. Et par conséquent, donc, le fait d'écrire comme ça convertit l'information que vous avez là automatiquement en un point. Et donc, passant via le constructeur. Donc, le constructeur, il a ce rôle aussi de convertir un type en un autre type. Un type de données, par exemple ici, le cas d'un entier, on a un type point de cette façon. Alors, une autre simplification est possible. Au lieu d'écrire 3 méthodes comme ça c'est la surcharge. Vous voyez, regardez les règles de la surcharge, ils sont bien respectés ici. Les signatures des 3 méthodes, c'est 3 méthodes qui portent le même nom, mais ils n'ont pas le même nombre de paramètres, ils n'ont pas le même genre de paramètres. Regardez, là aussi je mets double. J'ai juste oublié de le faire, ça doit être des doubles, pour que ça soit compatible avec ce qu'on met là, mais on n'a pas de problème si on met un int, parce qu'on convertit implicitement, comme on a déclaré ici par des doubles. Il faut que les paramètres soient aussi de même type. Alors, souvenez-vous de ce qu'on a dit sur les paramètres par défaut, sur les fonctions, au niveau des fonctions. Ça, c'est la surcharge. Et bien, pourquoi ne pas juste mettre ici? Parce que quand une donnée est absente ici, il y a les deux qui sont absentes. Par quoi on les a remplacées? Par 0. Quand il y a une seule qui est absente, c'est de ce cas-là, on a remplacé aussi celle qui est absente par 0. Et bien, pourquoi ne pas faire ici égale 0 et là aussi égale 0? Et en faisant de la sorte, j'ai plus besoin de ces deux-là. Je pourrais les retirer carrément parce que ça fait déjà l'affaire. Parce que ça, c'est une méthode que je peux appeler avec 0 paramètre. Et donc, dans ce cas-là, je suis en train de distribuer 0, 0. Avec un seul paramètre, c'est le premier. Et dans ce cas-là, le deuxième, il va prendre 0. Ou bien avec 2 paramètres. Et dans ce cas-là, je suis en train de faire la dernière façon. Donc, ça constitue toujours un constructeur par défaut. Il s'agit d'un constructeur par défaut. Pourquoi? Parce que je peux l'appeler sans paramètre. Je peux omettre les 2 paramètres. Et dans ce cas-là, c'est ça ce qu'on appelle le constructeur par défaut. Celui-là, donc, il a 3 formes. Il est polymorphe. Il a plusieurs formes. Donc, je peux l'appeler avec 0 paramètre, avec 2 paramètres, avec un seul paramètre. Et regardez donc toutes les déclarations qu'on a faites, toutes les constructions qu'on a faites, ils sont acceptables. Donc, 0 paramètre, ça marche. 2 paramètres, ça marche. Un seul paramètre, ça marche. Vous voyez, et comme ça, c'est la simplification. Donc, de cette façon, je pourrais, passant par puisant dans les deux concepts qu'on a vus, dans la surcharge et les paramètres par défaut, je peux toujours ramasser ou factoriser des constructeurs. Au lieu d'avoir beaucoup de constructeurs, on pourrait les factoriser en une seule écriture ou en un minimum d'écriture. Voilà donc concernant la construction. Alors, si par exemple, j'avais fait ici un message, juste un affichage, comme par exemple, c'est out, appel, je vais juste dire construction. Construction.
Dites-moi quand est-ce que ce message-là il va s'afficher, ou combien de fois il va être affiché. Ça veut dire chaque fois qu'on passe par là, chaque fois qu'on appellera cette méthode, on commencera par écrire à l'écran construction et on revient à la ligne. Et comme on a construit 3 objets ici, donc il y aurait un premier message avant l'affichage bien sûr des données de 1. On a fait une deuxième construction, donc un deuxième affichage aussi. Et puis une troisième construction, donc un troisième affichage. Regardez, si j'exécute, on voit donc les moments quand est-ce que la construction est faite. C'est à la création de l'objet. Construction, construction, construction. Vous voyez, donc chaque fois que vous créez un nouveau objet, regardez par exemple ici, après Hello World par exemple, je veux créer un autre point, D, je n'ai pas précisé de paramètre, et je vais mettre D point affiché. Si je veux afficher ces données. Donc, forcément, un quatrième appel à la méthode point, à cette méthode-là. Et donc, une quatrième exécution de cette action. Et par conséquent, il va afficher le message construction 4 fois. Construction, construction, construction. Regardez. Prenons maintenant la destruction. Je vais faire un destructeur. Alors, pour faire un destructeur, déjà, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a droit à un seul destructeur par classe. On pourrait faire plusieurs constructeurs par classe, mais un seul destructeur. Alors, le nom, donc, il est imposé. C'est un nom qui commence par un tilde. Tilde point. Il n'a pas de paramètres. Comme ça. Et bien sûr, quand est-ce qu'on a besoin d'un destructeur? C'est pour faire le ménage. Quand l'objet est sur le point d'être détruit, il faut qu'on récupère toute la mémoire associée à cet objet. Ici, en fait, on n'a pas de mémoire dynamique, donc souvent on n'en a pas besoin. Regardez, mais je vais quand même juste vous illustrer quand est-ce que cette méthode-là va être appelée. Regardez, je vais mettre ici destruction. Destruction. Endline. Alors, regardez, en fait, là, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'il soit fait. Mais je vais comprendre que comme on a créé 4 objets, on les a créés à l'intérieur de la méthode main, donc à l'intérieur de ce bloc. Et on a déjà dit, c'est vrai aussi pour les variables, c'est vrai aussi pour les objets. On a dit que tout objet local, un bloc, il se détruit à la fin du bloc. Et donc, ça veut dire qu'on aura le message destruction qui va être affiché 4 fois parce qu'on a 4 objets, mais à la fin du cycle. Et les 4 objets, ils vont finir au même moment. Donc, 4 fois le message destruction à la fin. Regardez. Si j'exécute, regardez, destruction, 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 ça s'affiche à la fin du cycle. Remarquez bien, c'est un appel implicite à cette méthode-là, ou à la destruction. Alors, mais regardons, par exemple, si j'avais mis ce point-là dans un autre bloc, parce que j'ai le droit de faire des blocs à l'intérieur d'un bloc. Remarquez, je vais faire ici des accolades, et donc vous allez comprendre quoi maintenant? Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le cycle de vie de B? L'objet B, il est créé dans ce bloc. Donc, il va se détruire ici. Je vais le mettre par commentaire ici. Ça, c'est la destruction de B. Ici, par contre, il y aurait la destruction de A des autres. C et D. D'accord? Parce qu'ils sont contenus dans le bloc parent. D'accord? Et c'est ça la fin du bloc parent. Ça, c'est le bloc phi ou fils. Il est à l'intérieur, c'est un sous-bloc. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de ce sous-bloc-là, il va être détruit à la fin du bloc. Regardez, on va le constater. Donc, il y a un message destruction qui va sortir du lot, qui va sortir des 3 autres. Parce que le terme de B, il va arriver bien avant. Regardez.
Regardez ici pour B, donc où est-ce qu'il y a ce message de destruction? C'est ici. Ici, il est là. D'accord. Regardez, on a créé construction. Ça, c'est la construction de B. On a affiché les données de B et puis tout de suite, il est détruit. Ça, c'est B, c'est l'objet B. Et les autres, vous voyez dans construction, construction, construction et la destruction vers la fin. Donc la destruction, il se fait complètement à la fin du cycle. Voilà, donc essayons maintenant de faire quelques calculs, quelques autres méthodes. Par exemple, imaginons je veux faire un setter pour x, je veux changer x. Ben, je vais donc faire une méthode setX. Je vais dire setX. Je vais recevoir un double que j'appellerai px. Et je vais le communiquer à x. Je vais mettre ici x reçoit px. Alors je veux faire un setter pour y. Set y double py. Et je vais mettre y égale py. Voilà, donc je viens de vous faire un petit exemple de méthode setter et méthode getter. Pardon, j'ai pas fait de getter jusqu'à présent, juste des setters. Je veux appeler maintenant sur n'importe quel objet, par exemple celui-là qu'on a construit par défaut. Donc je sais que son x il est à 0, son y il est à 0, mais maintenant je veux bien changer le x. Je veux le faire bouger le point D dans le long de l'horizontale. Regardez, je vais donc mettre d.set 7x. Et je vais donc donner une nouvelle valeur. Si je reviens afficher d, eh bien je vais voir que ces coordonnées, ils ont déjà changé. Regardez, je pourrais bien le vérifier. Remarquez bien, le point, on a construit le dernier point qu'on a construit, c'est d. On l'a construit à 0, 0, parce qu'on l'a construit par défaut. Ensuite, on a fait appel à 7x pour changer x à 50. Donc, le point D, il est passé à 50. Et ensuite, on voit la destruction. Alors, vous allez me dire, eh ben, est-ce qu'il faut faire un setter que pour prendre une valeur et la mettre dans x? Si on devrait faire comme ça, eh ben, ce serait mieux de mettre le x public. Et au lieu d'écrire 7x, on va mettre d.x égale 0. D'ailleurs, je dois vous montrer que si je veux tenter une écriture dans x directement, ça ne passe pas. Regardez, je ne peux pas écrire x égale une valeur. Regardez, tout de suite, il est souligné en rouge. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, il est privé. Quand je suis à l'extérieur, je ne peux pas accéder à x. Et donc, pourquoi est-ce qu'on doit passer par un setter? Eh bien parce qu'on pourrait faire un contrôle. C'est pourquoi on appelle ici méthode de modification. C'est une méthode. Parce que je peux contrôler ce que je fais. Ce que demande l'utilisateur. Par exemple, quelqu'un il me donne une valeur. Imaginons par exemple, je veux faire en sorte que mes points ne sortent pas de ce domaine. Donc il y a, concernant x, il y a un min, un x min, et il y a un x max. Je veux dessiner, c'est un peu ce que vous faites quand vous faites un dessin, par exemple dans AutoCAD. La première chose que vous faites, c'est que vous délimitez ou vous fixez la limite de votre dessin. Et bien sûr, si vous dessinez à l'extérieur, vous êtes en train de dessiner en dehors du domaine de dessin. On pourrait faire la même chose pour y, un y min et un y max. Donc je ne veux pas sortir de la portée de mon dessin. Et par conséquent, quand quelqu'un me demande de set x, de mettre une valeur dans x, ben la première des choses, je vais commencer par contrôler, par dire si px est inférieur, ou plutôt est supérieur ou égal au min. Et regardez, ce min, je vais le définir là. Je pourrais le définir à l'intérieur de la classe elle-même. Je vais mettre... attention, donc, parce que je pourrais le faire comme ça.
en mettant double xmin et xmax. Je pourrais faire comme ça. Mais si je fais de cette manière, eh ben, c'est comme si chaque point il a son xmin et son xmax. Vous avez bien compris un peu ce que je veux dire. Moi, je veux mettre tous les points ici. Et donc, ils ont le même xmin, le même xmax. Pour l'ensemble des points que je veux créer. Et par conséquent, donc, il ne faut pas que je le fasse comme ça. Il ne faut pas que je mets ces valeurs ici. Bon, je pourrais les faire à l'extérieur carrément pour le moment, pour ne pas vous donner d'autres concepts. Je les mets à l'extérieur, je les déclare comme des constants. Je vais dire ici égal, par exemple, disons moins 10 ou moins 100 et jusqu'à 100. Donc j'ai deux constantes doubles. Les x, il faut qu'ils soient entre moins 100 et 100. Regardez, maintenant je pourrais dire ici si px est supérieur à xmin, je vois bien mon xmin ici, c'est une constante, et and px, il faut absolument qu'il soit entre les deux, inférieur ou égal à xmax. On pourrait accepter la frontière à la limite. Mais sinon, on pourrait les exclure. Si vous voulez exclure les limites, vous passez par supérieur strict et inférieur strict. Alors, si on est dans cette situation, eh ben, je pourrais accepter. Sinon, je vais juste peut-être afficher un message à l'utilisateur en lui disant la modification n'est pas possible, vous sortez de la portée. Je vais dire c'est out, impossible de modifier x risque, ça c'est une explication pourquoi, risque de débordement, bien de sortie de la portée ou du domaine autorisé bien sûr, d'accord, dans lequel je veux créer donc mon x. Constatez bien, quand vous voulez faire un retour à la ligne avec ce out, vous pouvez soit mettre anti-slash dans le message, soit mettre endline, comme on a fait là, endline, bien sûr en dehors du message. Donc vous voyez pourquoi on l'appelle méthode, parce qu'il contrôle ce qui est demandé. Ici, ce qui est demandé, c'est de placer px dans x. Mais on l'a pas placé, on n'a pas décidé de le placer toujours. On le place uniquement si ce que nous recevons est bien pour la cohérence de notre donnée. Et ici, on a jugé que c'est cohérent s'il est entre le min et le max. Donc vous voyez, je peux bien faire ça pour y aussi, pour le set y, en disant il faut que ça soit absolument entre, je vais juste copier ça, en mettant ici y, il se peut que ça soit donc d'autres valeurs, disons par exemple que c'est 200 cette fois-ci. Et je vais donc faire le même contrôle. Je vais juste copier ça, parce que ça change uniquement par remplacer x par y. Et je vais donc remplacer ici en mettant y, là aussi y. Voilà. Alors, on pourrait donc essayer. Donc, vous voyez, si par exemple, on demande de changer par 50, il serait acceptable. Mais si par exemple, je reviens là et je demande de mettre un set x en allant vers moins 1000, eh ben, vous allez voir que j'aurai droit à un message. Et si je reviens afficher, je vais trouver que mes données ils sont toujours inchangées. Regardez, je pourrais bien l'essayer. Ici, vous voyez bien, quand on était à 50 au niveau de x, on a demandé de passer à moins 1000 et il me dit impossible. Impossible de modifier x, risque de sortie du domaine. Et regardez bien que les valeurs, ils sont restés intacts. Donc vous voyez, quand on fait des méthodes, eh ben, on pourrait très bien ajouter des contrôles pour contrôler ce que nous faisons sur les données. Ça nous fait donc des méthodes de travail. C'est pourquoi justement on parle de méthodes.
pour deux raisons. La première, parce qu'ils sont à l'intérieur d'une classe, et la deuxième, parce qu'ils permettent de mettre en place des mécanismes de contrôle qui vont superviser un peu ce que le monde externe demande de faire sur les données. Et c'est ça justement ce qui va garantir pour moi, ou ce qui va donner un sens au schéma que j'ai fait toujours. C'est ce schéma-là. Donc les données, ils sont à l'intérieur, le x et le y du point, ils sont à l'intérieur. Si quelqu'un veut passer par 7x, il passe par il exprime une demande, par exemple moins 1000, et bien sûr la méthode il a refusé tout de suite, le rejet de la demande. Si quelqu'un par contre sollicite 7x avec une valeur qui est acceptable, par exemple 50, ça il va percer vers la donnée. La méthode il va laisser cette valeur passer vers x. Mais cette valeur-là, il est tout de suite rejeté par la méthode pour garder les données intactes ou bien les données dans un état cohérent. Donc les méthodes, qu'est-ce qu'ils vont satisfaire alors? D'interagir avec l'extérieur, c'est pourquoi ils sont publics, mais ça va satisfaire l'intégrité des données, le fait que les données soient dans un bon état. L'intégrité des données. Des contrôles par justement le placement de contrôle. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de méthode de travail. Moi, par exemple, j'ai mes méthodes d'enseigner, donc il faut que je me plie à ces méthodes-là. Je ne pourrais pas donc sortir, sinon je serais plus en train de faire de l'enseignement. Donc pour chaque manipulation sur un être donné ou sur un domaine donné, il faut passer par des méthodes de travail qui vont garantir l'intégrité de ce que vous faites. Voilà donc en conclusion donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Juste je fais peut-être un petit résumé donc pour finir et je vous laisse le temps pour poser des questions si vous avez des questions. Donc on a vu deux concepts aujourd'hui, le concept de classe et le concept d'objet. Alors le premier concept donc c'est pour faire un modèle d'un ensemble d'objets similaires. Ça constitue un modèle. Il est composé d'attributs qui sont souvent privés avec le signe moins. Il est composé de méthodes. On les appelle ainsi parce qu'ils vont nous permettre de faire des contrôles, des mécanismes de contrôle, surtout quand on veut changer pour les setters. Et ces méthodes-là, ils sont de plusieurs types, donc des constructeurs. Les constructeurs, c'est des méthodes particulières qui s'appellent à la naissance. Quand on crée, on les utilise pour créer, pour justement valoriser correctement les données à la naissance. Et on a vu qu'il y a la possibilité de mettre plusieurs constructeurs par défaut ou bien des constructeurs autres. On pourrait avoir des destructeurs, un seul destructeur. Celui-là, il s'appelle à la fin du cycle de vie. C'est pour faire le ménage, pour récupérer la mémoire qui a été associée à l'objet. On les fait souvent pour faire la persistance, pour sauvegarder les données de l'objet avant qu'il soit détruit, pour ne pas les perdre. Soit, si l'objet a des mémoires dynamiques qu'on lui a associées, on pourrait donc récupérer cette mémoire en faisant les delays. Alors, des setters et aussi des getters. Tout ça, c'est à l'intérieur du modèle. Maintenant, une fois le modèle est fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? On va donc créer des instances, créer des objets, faire des instantiations pour créer le premier objet, le deuxième objet, etc., le troisième objet. Maintenant, de point de vue syntaxe, pour résumer un peu la syntaxe. La syntaxe. Classe, le nom, accolade ouvrante, accolade fermante, point virgule. Ça, c'est la syntaxe pour une classe. Et tout le reste, c'est lié à des choses de déjà vues. Comment faire une méthode, c'est la fonction, c'est la syntaxe d'une fonction. Comment créer des attributs, c'est la syntaxe des variables. Alors, juste une précision ici, pour les constructeurs, il faut qu'ils portent le même nom que la classe. Nom de la classe. Par exemple, si la classe s'appelle point, le constructeur, il doit s'appeler aussi point. Le destructeur, tilde, le nom de la classe. Ça, c'est le destructeur. Ça, c'est le constructeur.
Alors, deuxième chose syntaxique, c'est que pour créer un objet, il faut juste mettre le nom de la classe et puis le nom de l'objet que vous voulez créer. C'est un peu à la syntaxe de type variable. Le nom du type, le nom de la variable. Alors, pour faire, si vous le faites comme ça, c'est l'appel par défaut, constructeur par défaut. Sinon, le nom de la classe, le nom de l'objet, égale le nom de la classe encore, et puis entre parenthèses, vous mettez les paramètres. Et on a déjà vu une simplification, au lieu de mettre égal le nom de la classe, vous pouvez mettre juste le nom de l'objet, parenthèse, et vous mettez les valeurs ici. Ça, c'est la création. Un dernier point, c'est comment est-ce que vous appelez les méthodes. Ben, si vous voulez faire appel à une méthode sur un objet, vous mettez juste le nom de l'objet, point, le nom de la méthode. Et vous lui donnez les paramètres. Par exemple, lorsqu'on l'a fait pour afficher, on a mis a.affiché, b.affiché. Pour 7x, a.7x, on met une valeur ici, ainsi de suite. Voilà, donc, voici donc les syntaxes. Il y a donc une première syntaxe, une deuxième syntaxe pour créer l'objet. C'est un groupe de syntaxes, soit par défaut ou bien selon une manière. Et puis la dernière, c'est comment faire appel à une méthode. Ça fait alors 3 syntaxes qu'on a vues aujourd'hui. Ils sont bien là, maintenant illustrés dans cet exemple. Celui-là. Vous voyez donc toutes les syntaxes, ils sont ici. Voici la syntaxe de la création d'une classe. Je pourrais réduire ici. Vous voyez donc classe.accolade fermante, point virgule. La syntaxe de création, par défaut, création avec 2 paramètres, création avec un seul paramètre, faire appel à une méthode de cette manière. Et puis la syntaxe d'appel à un destructeur, on ne l'a pas fait. Justement, c'est quand vous voyez la fin. La fin du cycle, c'est la destruction. Ça, c'est la destruction de ces objets-là parce qu'ils sont portés par le premier bloc. Celui-là, pour B, il est porté par le bloc interne. Donc, sa destruction, ça va être opéré ici. Voilà. Je viens de faire carrément la synthèse de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions, on va prendre 5 minutes pour les questions, s'il y a des questions. Monsieur? Oui, oui, allez-y. Pour la méthode 7, on peut aussi l'utiliser sur le constructeur qui est déjà créé par défaut. Oui, 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 oui. Ça, c'est excellent comme remarque. Oui, exact. C'est parfait donc, comme remarque. On pourrait bien le faire, justement parce qu'on a un contrôle ici. Regardez, je vais ouvrir là. C'est une remarque qui est pertinente, excellente même. Alors, regardez, je vais dire, puisque ici on a un setter qui passe par une certaine manière, je pourrais bien l'appliquer sur PX. Donc, je pourrais mettre ici 7. Regardez, je vais changer 7x. Je pourrais faire appel à une méthode au sein d'une autre méthode. 7y. Qu'est-ce que je gagne en passant par les setters? Je gagne la méthode de contrôle. Je passe par la méthode de contrôle. Sinon, il a fallu que je reprenne les contrôles à l'intérieur. Alors, mais quand même, il faut donner une alternative parce que la façon que j'ai fait ici, il n'est plus valable à ce niveau-là. Parce qu'il faut que je construise. Il faut que je finisse par mettre une valeur dans X et dans Y. Donc, normalement, lorsque en fait, la valeur transmise n'est pas bonne, il faut que je prenne l'initiative moi-même. Au lieu d'afficher un message, je pourrais toujours continuer à afficher le message, mais sans oublier de faire une proposition. Peut-être de dire, je vais vous obliger maintenant à prendre x égale 0. Je ferai comme ça. La même chose ici. Je dirais que si jamais c'est pas bien, j'affiche quand même un avertissement à l'utilisateur en lui disant ce que vous m'avez donné n'est pas bien.
Mais comme moi, je suis dans le contexte de construction, j'ai besoin d'une valeur, donc je vais vous l'imposer. Je vous impose une valeur 0, de cette manière. Sinon, si on ne veut pas faire comme ça, au niveau de ces méthodes, je vais donc juste les mettre en commentaire. Eh bien, il faut que je prenne la décision ici, en disant 7x px égale 0. Donc, c'est comme si je vais donc dire x égale 0, y égale 0. Je le mets a priori et je lance 7x. Si 7x ne fait rien, eh ben, j'ai déjà imposé x à 0. Et donc, je sors quand même avec des valeurs acceptables, puisque je suis dans le contexte d'une construction. Il faut absolument que je mette des valeurs pour x et pour y. En tout cas, je pense que, comme on les a mis ici par défaut, on pourrait s'en passer ici. En tout cas, il faut l'essayer. Il faut l'essayer, par exemple, en faisant une construction. Je vais mettre un point E, et je vais construire par moins 1000, moins 500. Je vais voir comment est-ce qu'il va décider. Je vais donc demander d'afficher E à la fin pour voir afficher, pour voir qu'est-ce qu'il va afficher. Regardez, donc je lance. Il faut qu'il m'affiche deux messages en me disant attention, risque de... Vous voyez ici, impossible de modifier X, risque de sortie du domaine. Et regardez, on est revenu aux valeurs aléatoires, à des valeurs aléatoires. C'est clair? Donc, et par conséquent, là, attention, il ne faut pas comprendre qu'on est revenu au constructeur par défaut, au constructeur synthétisé par le programme, par le compilateur. Ce constructeur, il n'est plus. Dès que vous décidez de mettre votre propre constructeur, le compilateur, il n'ajoute plus de constructeur. Mais c'est un autre mécanisme, celui-là. Quand on est en face d'une donnée qui n'a jamais été initialisée, on la met à une valeur aléatoire. Donc, il faut revenir ajouter ce que j'ai demandé de faire ici. Ça veut dire que même ces zéros-là, ils ne vont plus travailler qu'on a mis là. Regardez maintenant, si je refais l'exécution, ben je vais quand même construire quand même avec des valeurs 0. Regardez, après le impossible de modifier x et y, ben on a imposé donc 0, 0. Et donc, vous avez le droit de faire appel à des méthodes au sein d'autres méthodes, y compris au sein des constructeurs. D'accord? Ça, c'est quelque chose de possible. D'ailleurs, comme on a le droit d'appeler à l'extérieur, on a bien le droit d'appeler des méthodes à l'extérieur. Qu'est-ce qui va empêcher alors de le faire à l'intérieur? Et donc, puisque tout ce qui est observable pour l'extérieur, il est observable pour l'intérieur, ça c'est sûr. En tout cas, tout est observable à l'intérieur, tout. Que ce soit c'est privé ou bien c'est public, tout le monde observe tout le monde quand on est à l'intérieur. Quand on est à l'extérieur, on n'observe que ce qui est public. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, concernant le mail, j'ai toujours le même problème. C'est-à-dire, il a une autre source. Oui. J'utilise le mail pour une seule source. La deuxième source, mais il y a le mail. Donc, qu'est-ce que je fais fonction faire? لا ولكن لا شوف دابا vous travaillez avec quel environnement? Vous travaillez sur quel outil? Sur Visual C++ ou bien sur Dev C++? Selma. Visual C++. D'accord, très bien. Alors, il faut juste s'assurer. Et pourquoi vous avez à créer plusieurs fichiers? Faites juste comme moi. Moi, je crée un seul. C'est-à-dire ce qu'il faut faire. Vous fermez donc tout. Vous allez venir à Fichier et vous mettez Fermer. Fermez la solution. Fermez ce que vous avez ouvert. Vous pouvez copier le code si vous avez déjà mis du code ici. Vous pouvez le copier et passer par nouveau projet. D'accord? Je suis en train de le faire moi-même.
Alors choisissez le type de projet que vous voulez faire et choisissez son nom. Alors choisissez à ce niveau-là projet de type console, celui-là, application console. Et mettez un nom. Donc par exemple, je veux faire maintenant un travail sur les rectangles. Je vais mettre rectangle. Et je vais donc mettre suivant. Non, 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 ça, pas ici, pas ici, je suis désolé. Il faut juste choisir application et mettre suivant. Ça, c'est si vous voulez faire des recherches de modèles de projet. Ici, il faut juste mettre le projet, le modèle que vous voulez, c'est le modèle console, et vous mettez suivant. Alors, c'est à ce niveau-là où il faut mettre le nom. Rectangle. On laisse l'emplacement inchangé, et puis je mets créer. Alors, quand vous faites cela, qu'est-ce qu'il va vous donner alors? Il va vous donner le squelette. Il vous donnera donc ce code. Ça fait, vous écrivez ici. Vous écrivez tout ici. Vous ne sortez pas de ce domaine. Tout ce qu'on a besoin de faire comme classe, par exemple, je veux faire la classe rectangle. Je vais la faire ici. Je veux créer un rectangle. Je vais utiliser rectangle R. R1 par exemple. Premier rectangle. Je veux créer un deuxième rectangle. Rectangle R2. D'accord? Bien sûr, pour le moment, je n'ai pas spécifié les constituants de la classe, dans la classe. Donc, c'est des objets sans constituants. Il faut que je mette les attributs, comme on a dit, donc privé. Par exemple, j'ai besoin d'une longueur, on va dire de type double, toujours, etc. D'une largeur, Donc, et ainsi de suite. donc c'est mieux d'utiliser un seul élément. Un seul élément pour le moment. Alors, si vous voulez maintenant créer un autre, vous le créez ici. Regardez, ici. C'est-à-dire dans fichier source, vous mettez bouton droit et vous mettez ajouter. Ajouter un nouveau élément. Alors, par exemple, je veux mettre les cercles dans un nouveau élément. Je vais mettre ici, ce fichier, c'est pour les cercles. C'est un code de cercle C++. Ajouter. Il va s'ajouter au projet. Mais il est vide celui-là. Est-ce qu'il m'a donné un main comme pour l'autre? Il ne m'a pas donné la méthode main. Et lui, il a compris parce que je l'ai ajouté au projet. Donc les deux, ils constituent deux fragments constituant le même projet, appartenant au même projet. Et regardez, donc lui, il a déjà compris à ma place. Donc il ne m'a pas donné main dans les deux. Là, par contre, je pourrais faire la classe cercle. Voilà. Je fais la classe cercle. Je pourrais créer des cercles ici. Cercle, C1. Cercle. Vous voyez, il ne souligne pas. Il ne souligne pas en rouge. Si, cercle. Est-ce que j'ai écrit la classe correctement? Alors, prenons par exemple juste peut-être qu'il faut que je la déclare publique. En tout cas, private rayon de type double. Voilà. Alors, je vais sauvegarder, donc, parce qu'il faut sauvegarder le tout. En regardant maintenant, ben, il faut que je mette ici public, je pense. Non, non, il n'accepte même pas. Et, oui. Il faut que je promets, en fait, il faut que je déclare ici, en mettant classe cercle. Mais je fais juste une simple déclaration. D'accord? Comme ça, on accepte l'écriture. En tout cas, cette déclaration, il faut que je la partage entre tous les... Ça, c'est quelque chose qu'on va voir la prochaine fois. La séance prochaine, on va voir si vous voulez faire des classes dans différents fichiers et les utiliser dans un autre fichier main, comment vous devez faire. Il faut donc faire des includes.
faut mettre les déclarations dans des fichiers en tête, il faut les inclure comme ça. Donc chacun qui a besoin d'utiliser les classes, il pourra donc juste inclure le fichier où la classe a été définie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou bien questions? On verra donc ces détails, on va les voir pour la prochaine fois, la prochaine séance, Inch'Allah. Maintenant, retenez juste ce que je viens de dire à propos des classes et des objets. Ça veut dire le résumé. Ce résumé, ça donne un peu tout ce qu'on a besoin de savoir. Y a-t-il des questions? Non? Pas de questions? Je sais que c'est quelque chose de nouveau pour nous maintenant, donc on vient de le voir aujourd'hui. On aura l'occasion de le revoir au moins 3 fois, donc la semaine prochaine et la semaine d'après. Et éventuellement, ça serait la dernière séance, donc c'est la dernière semaine de Ramadan, Inch'Allah. Donc juste avant l'Eid de Al-Fitr, on dit qu'on a une dernière séance. Donc ça veut dire qu'il nous reste 2 séances à faire. Après, donc concernant l'évaluation, donc on attendra pour voir qu'est-ce que l'administration va décider de faire à ce niveau-là. En tout cas, c'est pas uniquement propre à l'école, c'est propre à tout le monde, à tout le pays. Donc, tant qu'il y a cette situation de confinement, donc on ne s'est pas encore prononcé au niveau des évaluations. Moi, j'ai essayé de faire déjà le petit questionnaire que je vous ai donné la dernière fois. Donc, si on décide de faire des évaluations en ligne, on va donc adopter la même stratégie pour ce qu'on est en train de faire maintenant, pour le deuxième élément. On refait aussi un autre pour les bases de données, c'est-à-dire je vous donnerai un autre pour les bases de données aussi, pour ceux qui n'ont pas réussi à faire. Si on décide de lever le confinement, donc ne serait-ce que partiellement pour permettre aux étudiants et aux profs de faire les évaluations, on va donc les faire en présentiel. En tout cas, Dieu sait, donc pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. نكملوا الكور ديالنا وداك الساعه نشوفوا. Ça marche? Monsieur, Oui, allez-y. monsieur, si on ne passera pas les examens en présentiel, est-ce qu'on peut avoir des projets de groupe pour Oui. Si vous voulez que je vous donne un, je vous le donnerai la semaine prochaine par précaution. D'accord? On l'adopte même si on fait le présentiel, même si on fait des évaluations en présentiel, on pourrait toujours l'adopter. L'adopter, باش داك l'effort ديالكم ما يمشيش هكاك. C'est-à-dire انا نعطيكم un projet la semaine prochaine تخدموا عليه فيه une partie base de données une partie programmation ياك عاد تخدموا عليه من دابا نيت تبداو خدامين عليه و je vous promets ان الا كان البريزونسيال هذاك الاكزامان غيكون غير من هذاك البروجي c'est-à-dire شي حاجه من داكشي اللي عطيتكم تصايبوها باش كوم سا داك ليفور ديالكم ما يضيعش. Maintenant ملي غنديروا البريزونسيال حتى هذاك ليفور vous allez me le remettre هذاك البروجي وتا هو on le prend en compte. On le prend en compte bien sûr à une proportion. Donc هذه انا نقدر لا سيمين بروشين نعطيكم ان بروجي بقى لكم لان لي زيكزام حنا دابا الا سالينا لا سيمين في الاخر ديال رمضان الكور ان شاء الله هادشي اللي غادي نديرو. دونك راه غيبقى على الاقل بوغ ديسيدي واحد 2-3 سيمين قبل من ليكزامان. الا كان غيكون ان اكزامان بريزونسيال دابا حتى انا ما كنعرفش واش غيكون ولا لا دو توت فاصون مازال حتى واحد ما كيعرف حتى لي ريسبونسابل دابا مازال ما عندهمش ما حدنا باقيين في هاد لا سيتوياسيون ديال الكونفينمون راه حتى واحد ما يقدر يديسيدي شي حاجه. ولكن حنا اون بو ديسيدي دي شوز ا نوتر نيفو. دونك يعني انا نعطيكم ان بروجي ان ميني بروجي ان بوتي بروجي خدموا عليه. Ça va vous aider donc à mieux comprendre ce qu'on est en train de faire, mais aussi donc ça va nous permettre aussi de profiter quand on fera une évaluation présentielle. Ça serait donc déjà quelque chose sur laquelle vous avez déjà travaillé. Y a-t-il d'autres remarques? Oui.
allez-y. Monsieur, au cas où ما رجعناش هاد الميني بروجي غيتحسب اكزام لا 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 au cas où زعما بقى الكونفينمون. غنحسبوه اكزاكتومون يعني داك الساعه سيغمون لاحظوا مزيان سيغمون الا بقى الكونفينمون ما يقدو حتى واحد ما غادي يقد يفرض باش يكون البريزونسيال داكوغ دون سكالا حنا ما خصناش نبقاو لان كيخصنا كون ميم واحد ليفالواسيون خصها دار غادي نرجعوا للمود ديال الكيو سي ام حتى هو غيكون على داك لو طرافاي اللي عطيتكم مثلا في البروجي مثلا غنقول لكم شنو هما لي كلاس كو فوزافي في مثلا الا هضرنا على l'orienté objet, je pourrais vous poser des questions comme ça. C'est des questions à choix multiples. اللي غادي تخرجوا des choses اللي نتوما خدمتوا عليها في البروجي. غادي تعطيوني البروجي, vous allez me le rendre donc par mail. غنشوف globalement qu'est-ce que vous avez fait ou plus هذاك الQCM, ça vous donne déjà l'évaluation. Donc حنا غادي انا personnellement je compte faire comme ça. يعني تكون عندنا واحد ليسيو ديجا باش حتى ولا الا قالوا لنا غاديروا على الديستانسيال حنا نكونوا ديجا on a déjà fait un pas avant. De toute façon راه مازال غيكونوا لي زانفو بلو بريسيز من بعد ان شاء الله لانه يقدر ديسي واحد 2 سيمين يقدر تكون المعطيات متوفره احسن ونشوفوا داك الساعه شنو غيوقع. Monsieur, Oui. on n'a pas une séance programmée avec vous la semaine prochaine. وانا بالنسبه لي لانه شحال درنا دابا من سيونس احنا دابا هذاك لو كونت ما خصوش يكون ان كونت انا غادي نعيط لو ريسبونسابل pour lui dire est-ce qu'il y a une programmation à la place de ma séance? Oui, on a un contrôle de RDM. Et comment vous allez faire le contrôle? En distanciel? On aura un exercice. En distanciel? Oui, on aura un exercice. Oui, on aura un exercice. ولكن بلاتي دابا بحال ال RDM شحال عندكم من سيونس فيها؟ 14 ودرتو 14 درتو لي 14 سيونس. Oui, la séance du contrôle sera la 14e. ولكن انا pour moi pourquoi on est maintenant juste à la je pense à la 4e séance de C++. Est-ce que je me suis absenté une fois ou 2 fois ou 3 fois? Je ne suis jamais absenté. Non, monsieur, c'est juste qu'on a ajouté des séances de base de données. Ah d'accord, donc une séance je pense, une seule. ولكن راه باقي عندنا oui. Si on compte les séances de base de données et les séances de C++, on aura 10 séances, je crois, ou plus. هذه هي لا 14 هذه هي لا 13e. Pour l'ARDM, c'est pour لا جو بونس با كاين شي حاجه في هذاك الكالكول كاين شي حاجه نو با دو توت فاصون انا جو مو رابيل اون ا في اون سيونس دو بلوس او نيفو دي باز دو دوني داكشي باش غنديرو 6 sur 7 في سي بلس بلس و جو بونس حنا دابا في لا 4e دونك باقي لينا 2. انا غنشوف مع لا ديريكسيون نشوف معاهم une possibilité باش quitte à faire on a notre créneau. D'accord? Je pense que la semaine prochaine ça sera la dernière semaine pour l'administration des études. Et après qu'est-ce qu'on va faire? علاش la dernière? En tout cas انا نشوف نعيط لهم نشوف لانه احنا عندنا واحد لو روتار ديال دو سيونس حيت الا كان si on part comme ça c'est-à-dire انا خصني ندير l'examen la semaine prochaine donc ils doivent me planifier mon examen هذاك l'examen غادي ناخذوه une séance au moins بعدا تكون عندنا 5 sur 7 وداك الساعه نعطيكم un projet باش تخدموا فيه pour l'évaluation حيت est-ce que l'année se termine d'ailleurs كانت هاد لا سيمين دي فاكونس aussi لانه لو كان ما كانش كان غادي نكونوا في نجيو او موان تبقى لنا اون سيونس دابا راه باقي لنا 2. Non, monsieur, avant les vacances, cette semaine, c'était la dernière, mais quand on a décalé avec une semaine, on a ajouté une autre semaine. Ah d'accord.
De toute façon, les responsables qu'est-ce qu'on va faire et je vous tiendrai au courant de la suite. J'ai besoin de 2 séances en plus, donc on va voir. Est-ce qu'on doit rattraper? Ça veut dire faire la semaine prochaine 2 séances? C'est pas bien, les anatomes à disque nous charger. Et là, surtout, il a comme les contrôles. En tout cas, au moins on garde une séance, au moins. Donc, on a dit les nouvelles, نقولهم لسميتو لسناء. Donc, je vais lui contacter pour lui dire qu'est-ce qu'on a comme nouveauté. Donc, je vais juste appeler peut-être aujourd'hui même pour avoir une visibilité par rapport à la semaine prochaine au moins. D'accord, monsieur. Très bien, donc voilà, donc on pourrait donc arrêter notre séance et à la prochaine, Inch'Allah. D'accord, monsieur, merci. Je vous en prie, je vous en prie. Merci, monsieur. Je vous en prie, donc c'est moi qui vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. À très bientôt. Merci à tout le monde.